aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est au cœur de cette crise-là dont on parle. Alors, finalement, comment faire pour que cette institution prestigieuse soit beaucoup plus indépendante par rapport à l'exécutif et lui permettre de faire correctement son travail? Est-ce qu'il faut aller peut-être vers un mode de désignation qui va consister à l'élection? Là, vous abordez les réformes. Oui. Les réformes à venir. Proposées par... Les assises avaient proposé Oui. une réforme. Je crois que le Conseil constitutionnel doit être profondément réformé parce que c'est un conseil qui a été créé en 1992 par le président Abdou Diouf. À l'époque, peut-être que la forme, le mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel correspondait peut-être au niveau de développement politique du Sénégal. Oui. Mais aujourd'hui, un Conseil constitutionnel avec entièrement nommé, dont tous les membres sont nommés de manière discrétionnaire par le président de la République, ce n'est pas acceptable dans une démocratie digne de ce nom. Je crois que c'est une des réformes qu'il faudra faire, revoir le mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel, revoir la composition du Conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel est une juridiction politique. Je trouve dommage que cette juridiction politique ne soit composée que de juristes et surtout de magistrats. Il y a d'autres corps importants dans la société qui pourraient parfaitement siéger dans le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, ce Conseil constitutionnel a des pouvoirs qui sont limités. Il va falloir aller vers quelque chose, vers un conseil avec plus de pouvoir, avec plus d'autonomie. D'ailleurs, vous-même, professeur Gueye, vous n'appréciez pas le fait que ce soit le Conseil constitutionnel qui s'occupe du parrainage. Qui est-ce qui devrait pouvoir s'occuper du parrainage? C'est une affaire de techniciens. C'est une affaire de techniciens. C'est une affaire qui aurait pu être réglée par la Sénat. La Sénat, on ne la voit pas beaucoup, on ne la sent pas beaucoup, mais la Sénat aurait pu, parce que la Sénat a un service d'informatique, aurait pu, avec son service informatique, donc s'occuper de cette question. Et le Conseil ne s'occuperait que de l'élection elle-même. Le Conseil serait le juge de l'élection. Il faut que le Conseil reste le juge de l'élection, rien d'autre. Que le Conseil ne s'amuse pas à contrôler, à compter les parrainages, ce n'est pas son rôle. C'est une juridiction prestigieuse. Il faut qu'elle garde son rang, qu'on ne la rabaisse pas en lui faisant contrôler des parrainages. Ça, c'est quelque chose qu'il faut confier à une autre institution que le Conseil constitutionnel. On met le Conseil constitutionnel mal à l'aise, on le met dans l'embarras et finalement, il devient la victime de la vindicte populaire et ça, c'est pas bien. Très bien. Donc, le Conseil constitutionnel ne devrait pas s'occuper, à votre avis, du parrainage. Alors, quid de ce système même du parrainage en tant que tel? Quel va être son avenir? Il était censé aider à rationaliser les candidatures, mais à l'arrivée, on se rend compte que non seulement il y a beaucoup de difficultés autour, mais malgré ça, on a une flopée de candidatures. Moi, je questionne la pertinence même du parrainage. Ah oui? Je questionne parce que il avait été institué pour pour filtrer, diminuer le nombre de candidats. Mais on a assisté à comme vous l'avez dit, une flopée de candidats. Il y avait près de 270 candidats à la candidature et 93 d'entre eux sont quand même passés, ont versé la caution de 30 millions et sont allés devant le Conseil constitutionnel. Leurs dossiers sont allés devant le Conseil constitutionnel et finalement on se retrouve avec 20
si la candidature de Karim Wade n'avait pas été annulée, on se serait retrouvé avec 21 candidats. Nous n'avons jamais eu autant de candidats au Sénégal. Voilà, c'est en 2007 qu'on en a eu le plus, je crois qu'ils étaient au nombre de 14. Jamais, et pourtant il n'y avait pas de parrainage. Je crois qu'il faut faire preuve d'imagination, essayer de trouver un autre type de filtre. Parce qu'il faut un filtre, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que sinon vous allez avoir des plaisantins qui vont vouloir se présenter à l'élection présidentielle. Il faut un filtre pour des candidats véritablement représentatifs, des candidats sérieux. Il faut peut-être trouver un autre, peut-être envisager que le paiement de la caution intervient au moment du parrainage, pas après. Pas après. Donc, lorsqu'on va au parrainage, dès qu'on prend la fiche de parrainage, eh bien, c'est là qu'on paye la caution. Et la caution n'est pas remboursée si le candidat n'a pas tel nombre de parrains validés. À ce moment, si vous le faites, vous aurez moins de candidats. Si vous voulez garder le parrainage, vous le faites, vous gardez le parrainage et vous aurez forcément moins de candidats. Mais vous pouvez également envisager de supprimer complètement le parrainage, comme c'était le cas avant 2018. C'est le président Macky Sall qui a introduit le parrainage. Professeur, on aurait eu 300 candidatures ou 500. Non, si on joue, regardez le Bénin. Au Bénin, il n'y a pas 300 candidats. Mais le président a forcé les gens à se regrouper. Voilà, mais non, mais il a corsé. Oui. Il a corsé la caution. Et tout le monde ne veut pas verser cette caution. Il a posé d'autres conditions supplémentaires. Mais avant ça, il a forcé les partis politiques à se regrouper, ce qui fait qu'on n'a pas aujourd'hui des centaines de partis politiques au Bénin. Non, mais ici aussi, oui. on a des centaines de... Commençons d'abord par respecter la loi de 81. Justement, il semble que c'est la loi qui n'est pas respectée. Elle n'est pas respectée. Si on l'a respectée, si on respectait cette loi, on se serait retrouvé. Il suffit simplement d'appliquer cette loi et on se serait retrouvé avec beaucoup moins de partis. Oui. On a trop de partis, plus de 350 partis. Oui. C'est trop. Pour 18 millions d'habitants. Pour 18 millions d'habitants, c'est excessif. Oui. Et il faut rationaliser tout ça. Je crois qu'il suffirait qu'on applique la loi de 1981 sur les partis politiques pour qu'on ait beaucoup moins de partis, peut-être 10 fois moins de partis que ce qu'on a en ce moment. Oui. Alors, dans le contexte de cette élection, les conclusions des assises nationales et les recommandations de la CNRI avaient été remises en selle. Et on est parvenu à avoir un pacte de bonne gouvernance nationale qui a été proposé à tous les candidats. Mais il se trouve que c'est seulement une douzaine qui sont venus signer. Alors, que pensez-vous de ceux qui ne sont pas venus signer? Ça veut dire que ça ne les intéresse pas ou bien c'est quoi? Oui, mais c'est parce que ça ne les intéresse pas. C'est parce qu'ils n'envisagent pas d'appliquer ce qui est ressorti des travaux de ce pacte, ce qui est ressorti de ce pacte de gouvernance. Non, je crois qu'il y en a qui ne sont pas du tout sentis engagés par les assises nationales. Le président Macky Sall a bien dit qu'il a signé, mais il dit avoir signé avec des réserves. D'ailleurs, lorsqu'il a été élu, il nous a dit très franchement qu'il ne prendrait que ce qui l'intéresse dans les assises nationales, et ce qu'il a fait. Et d'autres candidats peuvent faire exactement la même chose. Chacun est libre d'accepter, de prendre, considérer ce pacte comme son gouvernail ou pas. Malheureusement, il n'y a pas si vous voulez, de consensus, d'accord unanime
sur les conclusions des assises nationales, il n'y a aucun garde-fou. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand je suis consulté par des pays à propos de la rédaction de leur constitution, je propose de réintroduire la notion de parole donnée dans les constitutions africaines. La parole donnée est quelque chose d'important dans notre culture. Et je propose de réintroduire la notion de parole donnée dans nos différentes constitutions pour réintroduire une sorte de responsabilité politique du président de la République. Parce que le président peut, pendant sa campagne, promettre monts et merveilles aux populations et une fois au pouvoir, faire exactement le contraire. Professeur, ils l'ont toujours fait. Hein. Vous parlez de paroles données, vous avez oublié le Warouhet du président Ouad, ou bien même du Tazarche du président Tandja au Niger qui lui a coûté un coup d'État. On peut même dire de Macky Sall. Est-ce que dans notre culture ça existe, mais aujourd'hui, est-ce qu'on lui donne cette valeur-là? Est-ce que l'honneur, c'est quelque chose qui compte pour nous? Malheureusement, c'est une valeur qui a tendance à disparaître. Oui. Et je crois qu'il faut la ressusciter, il faut la réhabiliter en la constitutionnalisant. Je suis persuadé qu'il faut réviser nos constitutions pour introduire des notions comme la parole donnée, le respect de la parole donnée. Alors, professeur, l'autre question, c'est la binationalité qu'on a reprochée à certains candidats, à Karim Ouad, Rose Wardini. Alors, moi, je me dis, si la personne n'a pas été naturalisée et que sa deuxième nationalité lui a été transmise par la filiation, est-ce que ça ne pourrait pas passer? De toute façon, il faudra, après cette élection, rediscuter de cette question, parce que cette exigence qu'on retrouve dans le code électoral, elle est un peu dépassée. La binationalité. La binationalité, c'est quelque chose qui est dépassé. Il va falloir rediscuter de tout cela pour arriver à un consensus entre tous les acteurs avant de procéder à de nouvelles élections. Est-ce qu'en l'introduisant, les gens ne se disent pas s'il fait allégeance à un autre État, il pourrait y avoir conflit d'intérêts entre ces deux? Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas mis suffisamment de garde-fous. Je crois qu'il faut insister davantage sur les garde-fous que sur le fait que la personne a deux nationalités. Oui. Insister sur les garde-fous, insister sur la responsabilité politique. Je crois plus à ça que ces questions de double ou de triple nationalité. Alors, comment appréciez-vous la réaction de la CEDEAO vis-à-vis du Sénégal dans ce contexte? Cette CEDEAO qu'on critique souvent d'être molle, faible. Voilà. Bon, au départ, elle a réagi de manière tiède. Oui. Mais lorsqu'elle a vu que les décisions qui ont été prises, les actes qui ont été posés, suscitent une forte réprobation, une forte résistance des populations, des citoyens. Ils ont rétropédalé et la deuxième déclaration faite par la CEDEAO est une déclaration plus ferme, plus conforme à ce qu'elle devrait faire en pareille circonstance. Oui. Alors, d'ailleurs, parlant toujours de la CEDEAO, on se rappelle que 3 pays, le Mali, le Burkina et le Niger, ont décidé de la quitter parce que, bon, ils la critiquent d'être sous la coupe de la France, de servir les intérêts des impérialistes et pas des États africains. Alors, dans ces pays, justement, d'ailleurs actuellement dirigés par des militaires qui ont fait tous des coups d'État, ils sont en train de faire un certain nombre de réformes comme la nationalisation de leur économie, la rupture des accords avec la France qui étaient en défaveur des pays africains. Alors, la question que moi je me pose, c'est, lorsqu'ils auront fait tout ça, comment est-ce qu'on sécurise tout ça? Parce qu'eux, ils vont partir, les civils vont revenir au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas risque qu'on retombe dans les mêmes travers, qu'on ait des dirigeants qui ne sont pas pour l'autodétermination, pour la décolonisation totale? Je crois que ces militaires, je crois qu'ils traduisent en acte
quelque chose qui est devenu une lame de fond, une véritable lame de fond en Afrique, cette volonté des jeunes générations d'être totalement autonome, d'être totalement indépendant de l'ancienne puissance coloniale. Puissance coloniale. C'est quelque chose qui traverse toute l'Afrique. C'est une demande sociale. C'est une demande sociale extrêmement forte parce que les populations maintenant sont scolarisées. Ils ont été à l'école, ils ont la capacité de comprendre les différents phénomènes qui structurent nos sociétés, qui structurent les rapports que nous avons avec les partenaires étrangers. Et puis ils ont Internet, ils ont les réseaux sociaux. L'accès à l'information illimité. Ils accèdent à l'information, ils s'informent facilement. C'est ce qui explique que la jeunesse africaine subitement a commencé à s'intéresser à la politique. Alors qu'elle vomissait la politique, aujourd'hui elle s'intéresse à la politique. Elle sait que eh bien, son avenir dépend beaucoup des décisions politiques qui sont prises par les dirigeants. Et donc, elle a tendance, elle veut de plus en plus les contrôler, elle veut de plus en plus participer aux prises de décisions. Et donc, ils ont la chance de pouvoir traduire en acte une volonté, quelque chose de profond qui est en train de traverser toute l'Afrique. C'est pourquoi je ne pense pas qu'après leur départ, il y aura un changement fondamental sur ce point-là précis en tout cas. Est-ce que les nouveaux dirigeants ne vont pas renoncer, casser certaines dynamiques? Cette dynamique-là, cette dynamique souverainiste, je ne pense pas qu'elle puisse être... C'est irréversible. C'est quelque chose qui est profond. C'est profond. Donc on est arrivé à un stade, à une césure au niveau de la mentalité des jeunes Africains. Donc c'est le peuple qui n'acceptera pas. Le peuple n'acceptera pas. Et, en fait, ils traduisent une aspiration, une véritable aspiration des peuples africains. Oui. D'accord. Alors, merci beaucoup, merci professeur. Vous êtes agrégé en droit public constitutionnaliste, figure de la société civile sénégalaise et fondateur de l'Institut supérieur de droit de Dakar. Merci beaucoup.